Ma femme infidèle a dit que je n'oserais pas, j'ai divorcé le jour suivant. Je pense que j'ai tout gâché ou que c'est le gâteau qui a tout gâché, vous comprendrez bientôt. J'ai toujours eu des soupçons, mais les preuves que j'ai trouvées ont été dévastatrices. Au lieu de la confronter directement, j'ai planifié la vengeance parfaite, un gâteau révélateur qui a exposé toute la vérité. Vous n'imaginez même pas sa réaction lorsqu'elle a découvert le cadeau le plus amer qu'elle ait jamais reçu et comment cela a changé sa vie pour toujours. J'ai essayé de poster ceci sur un forum d'infidélité, mais le robot n'a pas aimé. J'aurais vraiment besoin de quelques avis. Je suis marié à ma femme depuis 5 ans, et il semble que cette dernière année, elle soit devenue une parfaite étrangère. Nous étions tous deux très bien quand nous nous sommes rencontrés, et au début, il semblait que nous partagions les mêmes valeurs. Je suis allé dans une école technique et j'ai appris un métier très technique. J'ai travaillé dans de mauvais emplois débutants avant de prouver ma valeur et de me bâtir une réputation en codage, au point où mes références dépassaient mon éducation. Ma femme a un diplôme de 3e cycle et travaille dans un poste de direction. Cela a créé une sorte de tension amicale à l'époque. Au début, je me plaignais souvent de la gestion intermédiaire. Je les voyais comme des obstacles entre moi et l'accomplissement des tâches. Ma femme voyait la gestion intermédiaire comme nécessaire pour diriger les personnes et les ressources. Personnellement, j'étais coincé avec une série de managers intermédiaires qui considéraient les développeurs de code comme modulaires et remplaçables. Ils fixaient des délais impossibles, promettaient des ressources aux clients et créaient un élargissement du périmètre des tâches. Chaque fois que je lui parlais de la prochaine chose idiote que mon manager avait instituée, elle prenait toujours son parti. Remarque, elle ne l'avait jamais rencontré. Il voit des choses que tu ne vois pas, disait-elle. Après environ 1 an de fréquentation, j'ai appris à ne plus lui parler de ma journée de travail, à moins que cela n'impliquât des jours de congé ou des augmentations de salaire. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle me reprochait de ne pas retourner à l'école pour obtenir un diplôme de 4 ans ou un diplôme de 3e cycle. Elle m'a pressé à ce sujet au début, avant le mariage, mais quand j'ai détaillé les prêts et les dettes, elle a abandonné. Elle était relativement sans dette lorsque nous nous sommes mariés, tout comme moi. Comme je l'ai dit, nous étions également assez proches en termes de pouvoir d'achat. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à travailler pour une entreprise dont le propriétaire me parlait directement. Il voyait en moi de la valeur et du potentiel. Maintenant, je gagne 50% de plus que ma femme, et mon manager est un gars qui travaille bien avec moi. Bien qu'il ne soit pas un leader technique, il incarne ce qu'un maître Scrum devrait être. Je dirais qu'il sait comment ne pas entraver mon travail, mais cela sonne de manière conflictuelle. C'est un excellent superviseur. Les 4 premières années de mariage ont été formidables, dans l'ensemble. Je ne me plaignais pas des managers au travail, et elle ne me poussait pas à dépenser des milliers pour un morceau de papier et des dettes. Nous nous amusions, sortions ensemble plusieurs fois par mois, partagions des passe-temps, cuisinions ensemble, lisions des livres ensemble et regardions des films ensemble. Lorsque le premier confinement a commencé, nous avons tous deux travaillé à domicile. Notre maison est très agréable, avec 3 chambres supplémentaires au cas où nous aurions des enfants à l'avenir. L'une avait déjà été transformée en bureau pour moi, et lorsque le confinement a commencé, nous avons converti la 2e en bureau pour elle. Nous travaillions tous les deux à distance, mais nous avions des philosophies très différentes à ce sujet. Je me levais, préparais le petit déjeuner, prenais une douche, me rasais, mettais un costume et allais dans mon bureau à domicile. Je déteste les costumes et les cravates, mais cela me mettait dans l'état d'esprit de « ok, c'est l'heure de travailler ». Ma femme, en revanche, se levait du lit, prenait son petit déjeuner, se brossait les dents, enfilait un t-shirt et un jogging, et allait dans son bureau avec son iPad pour jouer à Candy Crush entre 2 emails. Je pense que je voyais cela comme « travail à domicile » et elle le voyait comme « travail à domicile ». Je m'écarte du sujet. C'est étrange comment la proximité peut créer de la distance. Elle a plusieurs réunions par jour, et je peux le dire parce qu'elle laisse toujours la porte grande ouverte et je peux les entendre. Je n'ai qu'une réunion par jour, une Scrum, et elle est courte. Je ferme ma porte pour celle-là. Il y a 5 mois, elle a dit qu'elle se sentait insultée parce que je fermais ma porte pour la Scrum quotidienne. J'ai expliqué que c'était pour la tranquillité et pour garder mon esprit concentré sur le travail. Elle a dit qu'elle avait l'impression que je cachais quelque chose. J'ai essayé de maintenir nos passe-temps ensemble, mais elle a écarté cela en disant « on se voit toute la journée, laisse tomber ». J'aurais dû insister, mais je ne l'ai pas fait. J'ai traité le confinement comme temporaire, et peut-être que je n'aurais pas dû.
Les choses ont vraiment empiré lorsque son entreprise a mis en place une réouverture partielle du bureau. Elle a saisi l'opportunité de faire partie des 50% de l'entreprise de retour dans un bureau réorganisé pour permettre la distanciation sociale. Je ne lui en veux pas, moi aussi, le travail au bureau me manque, mais mon entreprise n'a pas encore rouvert les bureaux, et tant que j'ai accès à mon environnement de développement, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je pense que plusieurs de ses autres collègues de travail lui ont monté la tête. Elle restait après le travail pour sortir avec eux, prendre un verre chez un collègue. J'ai insisté et voulu en savoir plus, mais elle était secrète et réservée. Elle est devenue plus froide et distante aussi. À ce stade, c'était comme si j'avais un colocataire et non une épouse. Le mois dernier, lors d'un week-end, elle a mis son ancien iPad sur la table et a dit « Peux-tu formater ça ? Je veux l'offrir à ma nièce. » J'ai haussé les épaules. Je fais souvent ce genre de choses pour la famille et je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Elle est sortie pour une autre sortie d'entreprise et j'ai allumé l'iPad. Peut-être que ma femme devenait si audacieuse, peut-être qu'elle pensait que je ne vérifierais pas et que je ferais simplement une réinitialisation d'usine. Le fait est que j'ai vérifié et j'ai vu son application de messagerie. Des photos, des vidéos, des messages instantanés avec son patron. Ils avaient une liaison depuis 2 mois. Je ne peux pas décrire la sensation dans mes veines. C'était comme si mon sang s'était transformé en glace. Cela m'a rappelé la scène dans Equilibrium où le polygraphe se stabilise. J'ai tout copié, envoyé dans un cloud que j'utilise pour des projets de développement séparés du travail, et j'ai commencé à chercher un avocat. Je ne l'ai pas confronté immédiatement parce que je ne savais pas quoi faire. La nouvelle sensation dans mon corps était comme si j'étais à la fois engourdi et en train de marcher dans l'eau. Elle ne s'est pas aperçue ou ne s'en est pas souciée. À ce stade, nous n'avions plus de relation. Nous étions vraiment dans la phase de colocataire, je pense. J'ai contacté un avocat et il voulait poursuivre l'enquête et m'a dit de garder le silence. Il m'a suggéré d'engager un détective privé, et il m'en a recommandé un bon. Au cours des 4 dernières semaines, nous avons rassemblé des preuves, et il préparait les documents pour le divorce. Patience, continuait-il de me dire. Et mes veines glacées et son indifférence ont rendu cela facile au début. Hier, mon avocat m'a dit qu'il avait presque terminé les papiers. Notre État a des lois sur le divorce fondées sur la faute, et le détective privé a obtenu des photos, des vidéos, en plus des messages. C'était pratiquement une affaire gagnée. Alors, hier soir, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais la glace s'est transformée en feu. Elle est rentrée à la maison, tard bien sûr, et je ne me souviens même pas de ce qu'elle m'a dit, mais j'ai explosé. Je lui ai dit que j'espérais que cela valait la peine d'avoir des relations avec son patron. Elle est immédiatement devenue méchante, vindicative. Elle a dit que je n'étais pas là pour elle émotionnellement. Que je passais toute la journée à traîner à la maison, même si je gagnais la majeure partie de l'argent du ménage. Je n'étais pas intellectuellement stimulant, alors même que je travaille dans un métier hautement technique. Je lui ai dit que j'avais un avocat et elle a ri. Elle a dit que ma menace était pathétique. Qu'il n'y avait aucun moyen que je la quitte. Que même si je divorçais, elle obtiendrait la moitié de mon salaire. Si je restais avec elle, au moins je pourrais avoir des relations de temps en temps, donc je ne devrais pas tout gâcher. Elle était une personne différente. Je lui ai dit, ce n'est pas un mariage. Elle a encore ri. Mon cher, c'est le 21e siècle. Une femme peut avoir le gâteau et le manger aussi. Elle a ri de nouveau et est allée se coucher. J'ai envoyé un email à mon patron en lui disant que j'avais besoin d'une semaine de congé pour régler un problème familial. Il a, bien sûr, accepté. J'ai dormi sur le canapé de mon bureau. Ce matin, elle est partie pendant que je m'habillais, et elle a simplement dit, ne m'attends pas. Je suis allé au bureau de mon avocat et il m'a dit qu'il avait les papiers prêts. Il avait un huissier avec lui et m'a demandé comment je voulais que les papiers soient livrés. Je lui ai dit comment je voulais que cela se passe. Mon avocat, que Dieu le bénisse, a ri et a dit, il vaut mieux éviter cela. J'ai eu tellement de clients voulant faire une livraison humoristique ou vengeresse et je les en dissuade toujours. Les juges n'ont aucun sens de l'humour. Il m'a expliqué comment cela pourrait me coûter une pension alimentaire ou des biens. Je m'en fichais. Ces paroles me brûlaient. Je voulais qu'elles soient brûlées en retour. L'avocat a fait de son mieux pour continuer à me dire de ne pas le faire, mais il a cédé quand il a vu à quel point j'étais sérieux à ce sujet. L'huissier, lui, a écouté mon idée. Il a aussi ri et a dit, tu es mon héros.
J'ai dû passer une commande spéciale de quelque chose, avec un coût express. J'ai envoyé l'huissier le chercher et le livrer, avec les papiers, à son travail. L'huissier m'a raconté ce qui s'était passé quand il avait terminé. Il a dit qu'il devait me le dire. Il a dit qu'il est arrivé à son bureau avec la grande boîte et les papiers. Il a trouvé ma femme en train de parler et de rire avec un groupe de collègues et d'amis, et a demandé son nom. Elle a confirmé et a demandé de quoi il s'agissait. Il a posé la boîte sur une table à proximité et l'a ouverte. C'était un gâteau, un de ceux sur lesquels on peut faire imprimer une image personnalisée sur du glaçage. Je ne savais même pas que c'était possible jusqu'à ce matin. L'image montrait ma femme et son patron en train de s'enlacer. Ils étaient habillés, mais il était évident de ce qu'ils faisaient, avec les mots « Voici ton gâteau. Mange-le » écrit en glaçage au-dessus de l'image. L'huissier a posé les papiers à côté de la boîte de gâteau sur la table. Vous avez été notifié. Il a dit que ce qui s'était passé ensuite était un cri perçant d'elle. Au moins 8 personnes au bureau ont vu le gâteau. Ma femme a fait une crise et a jeté la grande boîte de gâteau de la table, où elle est tombée sur la moquette, mais avec l'image encore visible. Plusieurs de ses collègues ont commencé à la réprimander, et elle a commencé à pleurer et à crier. L'huissier a fait une sortie précipitée. Mon téléphone a explosé d'appels et j'ai continué à les envoyer sur la messagerie vocale. Je n'ai même pas pris la peine de lire ces messages. Elle n'est pas rentrée à la maison, mais sa mère m'a envoyé un message disant qu'elle allait rester là-bas pour l'instant. L'euphorie du gâteau était géniale. Mais au fur et à mesure que les heures passent, je commence à réfléchir aux paroles de mon avocat maintenant. Est-ce que j'ai tout gâché? Mise à jour du gâteau, pourquoi toujours les collègues de travail? Je suis impressionné par tout le soutien que j'ai reçu la semaine dernière. Je suis toujours en congé du travail, mon patron a décidé de me donner 2 semaines au lieu d'1. C'est un homme bien. J'ai déjà partagé nos économies en 2, mis ma part sur un compte à mon nom, changé le paiement automatique de l'hypothèque, gelé les crédits, etc., tout ce que mon avocat m'a conseillé de faire avec les fonds de la maison. Tout d'abord, nous n'avons pas d'enfants. Ensuite, je vois un thérapeute pour m'aider. J'en ai trouvé un qui est très spécialisé dans l'aide au cas d'infidélité. Je l'ai déjà vu 2 fois et je me sens beaucoup plus équilibré. J'ai encore quelques moments de faiblesse étrange, mais rien comparé aux extrêmes que je ressentais auparavant. Après la blague du gâteau, je suis définitivement les conseils de mon avocat désormais. Il m'a dit, tu peux être heureux ou avoir raison en ce qui concerne suivre ses conseils, et je comprends cela maintenant. Il m'a dit que, si ma femme voulait rentrer à la maison, je n'aurais pas légalement le droit de la chasser, mais que je devrais enregistrer toutes les interactions avec elle. Elle n'est toujours pas à la maison, elle est encore chez sa mère, mais elle voulait venir samedi pour parler. Mon avocat a dit que je pouvais accepter, mais qu'il préférait que, si elle voulait parler, cela se fasse dans son bureau, avec son avocat présent, ainsi que le mien. Je lui ai présenté cela, par email bien sûr, et elle a répondu qu'elle n'avait pas d'avocat. Mon avocat a dit que, si elle venait sans son avocat, je devais avoir des témoins et enregistrer la réunion. J'ai informé ma femme que c'était ma condition pour lui parler. Elle a accepté. J'avais donc 2 amis en commun présents, nous 3 avec nos téléphones sur la table, prêts à enregistrer. Elle est entrée et a essayé de me donner une accolade maladroite, mais j'ai juste levé la main, et les téléphones ont commencé à enregistrer pendant que nous 4 nous asseyions à la table de la cuisine. Elle était vraiment désolée. Elle a dit qu'elle avait l'impression de regarder un film au lieu d'être aux commandes de sa propre vie. Mais c'était excitant, avec une montée d'adrénaline. Elle m'a demandé si je voulais savoir pourquoi. J'ai dit que cela ne m'importait plus à ce stade. Elle sentait qu'elle me devait une explication et m'a tout raconté. Elle a dit que, lorsqu'elle avait commencé à retourner au bureau après sa réouverture, elle s'était beaucoup rapprochée de 3 collègues de travail féminins, toutes quelques années plus âgées qu'elle, dont 2 divorcés. Elle a dit qu'elle s'était infiltrée dans son esprit, qu'elle lui avait dit qu'elle méritait plus que ce qu'elle recevait. Elle lui demandait constamment des détails sur sa vie à la maison. La chef du groupe me psychanalysait, apparemment à partir des récits de ma femme. Ma femme leur avait raconté mon problème avec les managers au début de ma carrière, et la chef l'a interprété comme si je me sentais menacé par des personnes éduquées. La chef lui a dit que j'étais un homme soumis et qu'elle avait besoin d'un homme qui prenne les rênes de sa vie. Que, si je le découvrais, je pourrais crier et menacer, mais que je me résignerais à la situation. Ma femme a toujours son emploi, pour l'instant, mais c'est tout.
Les personnes qui ont vu le gâteau étaient ma femme, les 3 sorcières, son patron, partenaire dans l'affaire, et, d'après elle, 2 autres collègues au même niveau qu'elle. Le patron a immédiatement mis fin à la liaison, lui a dit de ne communiquer avec lui que par email, et que, si elle essayait de venir seule dans son bureau, il appellerait immédiatement un collègue. Les 3 sorcières se sont retournées contre elle sur le champ et l'ont réprimandée publiquement pour avoir fait une chose aussi horrible. Les autres collègues, selon elle, ne voulaient pas se mêler de son feuilleton. Il n'y a donc pas eu de rapport au service RH. Elle a dit que le retournement immédiat de ses 3 amis l'avait fait sortir de son état de malaise. Elle avait l'air vraiment embarrassée et a dit qu'elle devait me demander 5 000 $. J'étais confus, car il restait encore de l'argent sur son compte. Je lui ai fait savoir que c'était le cas. Elle vivait chez sa mère, elle n'avait pas de grandes dépenses. Il s'avère que la chef du groupe et les 2 autres sorcières voulaient être payées pour garder le silence. Elle faisait chanter ma femme et lui avait donné un délai, sinon le service RH connaîtrait tous les détails sordides. Elle me suppliait de l'aider. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun retour en arrière possible après cela. Tout allait changer. Que, si elle cédait maintenant, ce serait encore plus d'argent plus tard. Le mieux pour elle serait de rapporter la situation à son patron et à ses collègues. Cela fonctionnerait mieux que de passer des nuits sans sommeil à attendre le coup fatal. Elle semblait hésitante, mais elle a finalement posé la grande question, et nous? Où cela nous laisse-t-il? Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de « nous ». C'était fini, et elle devait se trouver un avocat pour s'occuper du divorce. Le mieux que je pouvais faire, c'était de lui dire comment gérer la situation au travail, mais elle devait probablement envisager une autre carrière après cela. Je lui ai également dit qu'elle avait besoin de suivre une thérapie. Parce que quelqu'un qui peut me rire au visage et une semaine plus tard me supplier de l'aider? Elle doit se reprendre en main. Elle a mentionné le gâteau et j'ai simplement répondu, oui, et je fais une thérapie à cause de cela. Elle est partie peu de temps après. Pas un mot sur le fait de savoir si elle suivra mon conseil ou tentera de payer le chantage de ses collègues. Pourquoi toujours les collègues de travail? Mise à jour, le coût du gâteau. Première semaine de retour au travail, et mon patron a décidé de dire à tout le monde que nous pouvions partir à midi aujourd'hui à cause du vendredi saint, week-end de Pâques. Je me sens beaucoup mieux. Je vois toujours un thérapeute en individuel, et le week-end dernier, j'ai conduit sur les routes de campagne pour me détendre. En conduisant, j'ai vu un éleveur de chiens et j'ai été curieux. Je me suis arrêté, c'était un homme asiatique, et il avait une race de chiens asiatiques que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a expliqué à quel point ils étaient extrêmement loyaux et courageux. Après avoir joué avec quelques-uns d'entre eux, j'envisage de revenir pour en acheter un, même s'ils sont extrêmement chers. Je crois qu'il s'appelle Jindo. Ma femme avait toujours envisagé d'avoir un chien, mais elle n'avait jamais trouvé de race qui lui plaisait. Bref, ma femme n'est toujours pas rentrée à la maison et n'a pas essayé de me contacter directement, mais elle a trouvé un avocat. Mon avocat m'a appelé et a dit quelque chose comme « Prépare-toi, tu vas visiter un conseiller matrimonial ». J'ai dit que je ne voulais pas en voir un, que le divorce était en cours de toute façon. Il a accepté, mais il a ensuite dit « Normalement, je dirais à l'autre avocat de laisser tomber, mais maintenant, je dois te peindre comme une personne raisonnable, donc tu dois considérer les demandes raisonnables. » C'est pour cela qu'il faut écouter son avocat. Si j'avais contenu ma colère, j'aurais pu ignorer cette demande. Il m'a donné des conseils pour cette séance. N'admets pas de culpabilité. Ne reconnais pas que tu as échoué quelque part. Ne sois d'accord avec rien, même pas avec une deuxième séance. Assiste simplement à cette séance, et si je veux toujours divorcer, réponds aux questions de manière neutre. Ne crie pas, ne hurle pas, n'accuse pas. La séance, si on peut l'appeler ainsi, c'est faite par vidéoconférence. Moi chez moi, ma femme chez sa mère, et le conseiller dans un bureau, apparemment. C'était intéressant. Le conseiller était intéressé à répartir la faute. Vous pouvez certainement voir comment la distance peut créer un besoin. J'ai simplement dit, je ne suis pas d'accord. Il faut 2 personnes pour créer un conflit dans un mariage. Oui, elle est son patron. Rester là-dessus, c'est vivre dans le passé. Il peut y avoir un avenir merveilleux. Les comportements passés sont un bon indicateur des comportements futurs. Ce genre de choses. Je ne prétendrai pas une seconde avoir joué à des jeux psychologiques ou l'avoir manipulé, parce que je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement engagé le moins possible.
Ce furent 2 heures d'elle et du conseiller essayant de me faire assumer jusqu'à 10% de la faute pour qu'elle puisse dire, vous voyez, c'était la faute des deux, maintenant reconstruisons, ou quelque chose comme ça. Vers la fin de la séance, le conseiller m'a demandé pourquoi j'agissais de manière si froide. J'ai répondu quelque chose comme, saviez-vous que l'infidélité peut créer les mêmes dommages mentaux que le TSPT? Le conseiller a dit, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça, oui. Le temps de la séance touchait à sa fin, et j'étais sur le point de partir quand ma femme a demandé si j'étais d'accord pour une autre séance le week-end prochain. J'ai dit que je ne pensais pas que ce serait une bonne idée. Elle a alors supplié de savoir ce qu'il faudrait pour que j'accepte une séance la semaine prochaine. J'ai dit « bonne nuit » et je suis parti. Maintenant, j'attends juste de voir quelle sera la prochaine demande raisonnable, que je ne pourrai pas refuser, juste pour que mon avocat puisse dresser le portrait de moi comme un gars bien ajusté qui a eu un moment de mauvais comportement, plutôt qu'une tendance à de mauvais comportements. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez, je suis resté jusqu'à la fin. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous amène à réfléchir sur la façon dont la trahison peut avoir des conséquences dévastatrices, tant émotionnellement que mentalement. Le protagoniste, bien qu'il ait obtenu une vengeance d'une manière inhabituelle, réalise finalement que la satisfaction immédiate ne suffit pas à guérir les blessures profondes laissées par une relation brisée. Ce que nous pouvons apprendre ici, c'est que, même si la colère et la douleur sont des réactions naturelles face à la trahison, il est essentiel de chercher de l'aide, que ce soit par la thérapie ou un conseil juridique, pour prendre des décisions qui peuvent vraiment nous apporter la paix à long terme. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de trouver un moyen d'avancer et de reconstruire sa vie. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.